Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle de la finale de la Coupe Stanley qui s'est achevée le 24 juin dernier et on continue de vous parler des phases de groupe de l'Euro. Commençons par la finale de la Coupe Stanley qui s'est achevée le 24 juin dernier. Quelle histoire cette finale de Coupe Stanley. Les dernières finales de Coupe Stanley, je trouve qu'ils ont manqué un peu de ténacité. En commençant par la finale Montréal-Tampa Bay, où est-ce qu'on savait tous que Tampa Bay avait pas mal l'avantage. En 2022, ça a quand même été Tampa Bay-Colorado. Ça a été quand même une bonne grosse finale. Donc, moi, je voyais beaucoup l'Avalanche gagner cette année-là. Et 2023, je trouve que ça a été une finale un peu plate. Personnellement, j'ai pas trop regardé. Panthers contre Golden Knights. Je trouvais que c'était une finale qui était un peu boboche. Mais cette année, wow! Commençons par les Panthers qui sont revenus pour une deuxième année consécutive en finale de la Coupe Stanley après s'être fait complètement écraser par les Golden Knights l'année passée. Donc, les Panthers, quand même, qui ont un record cette année de 52 victoires, 24 défaites et 6 défaites en temps supplémentaire. Donc, ça a été vraiment une saison remarquable de l'ensemble de l'équipe. Bobrovsky, qui, j'espère, remportera le Vezina cette année. Et on se souvient que pendant nos prédictions, quand on disait qui allait gagner la Coupe Stanley, Étienne avait dit que les Panthers étaient build pour les séries et c'est eux qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc ça a vraiment été une histoire remarquable pour les Panthers. Ils ont complètement dévoré Tampa Bay à la première ronde. Deuxième ronde, ça a été quand même assez féroce, surtout le match numéro 1 que les Bruins de Boston avaient complètement l'avantage. Mais les Panthers sont revenus en force et ont terminé cette série, encore une fois, assez rapidement. Et ronde numéro 3, de mon côté, je trouvais que les Rangers, eux aussi, étaient des très très bons contenders cette année. Shesterkin qui était magnifique au niveau des buts. Le reste de l'équipe, ça allait pas trop bien. Donc les Panthers s'en sont sortis très bien. Ont réussi à gagner pour une deuxième année consécutive le trophée Prince de Galles. Mais l'équipe, en fait, n'a pas touché au trophée cette année, alors que l'année passée l'avait fait et ils ont perdu. On se souvient que le hockey est quand même bourré de certaines superstitions. Du côté des Oilers, aussi une histoire extrêmement incroyable. Les Oilers, dans le temps de l'Action de grâce de la saison qui vient de s'achever, ils étaient au bas du classement complètement. McDavid qui était hors de lui, l'équipe qui était complètement hors d'état de pouvoir faire quelque chose d'efficace au niveau de la glace. Je me souviens, au début de la saison, il y a eu une game entre les Sharks et les Oilers d'Edmonton. Et je sens que plusieurs personnes ont regardé ce match parce que les deux étaient au plus bas classement, donc 31e et 32e de la Ligue. Et les Sharks avaient réussi à gagner cette partie-là. Donc tout le monde disons que les gens ont commencé à pas mal juger McDavid et les Oilers, mais les Oilers sont revenus de force cette saison-ci avec une série de 16 victoires consécutives et plusieurs autres séries de victoires. Donc vraiment, les Oilers ont mérité leur place en finale. La première ronde contre les Kings pour une troisième année consécutive, ça a été easy money pour eux. Après, en la deuxième ronde, ça a été une série extrêmement mémorable contre les Canucks de Vancouver. Ça a fini en Game 7. Malgré l'absence de Brock Besser, je sens que c'est ça qui a tué les Canucks de Vancouver. Ça et l'absence de Thatcher Demko. Et en troisième ronde, ils ont affronté les Stars de Dallas qui ont été extrêmement dominants pour les deux premières parties de cette série. Mais les Oilers, encore une fois, sont revenus en grands champions et ont remporté le trophée Clarence Campbell et ça les a propulsés en finale de la Coupe Stanley contre les puissants Panthers. Donc vraiment, ça a été une histoire d'une année au complet pour les Panthers qui se sont écroulés en finale de la Coupe Stanley contre les Knights l'année passée et sont revenus en finale en santé et avec une énorme confiance. Et c'est aussi l'histoire des Oilers qui sont revenus du bas fond du classement vers la finale de la Coupe Stanley.
Donc cette série a commencé en force pour les Panthers qui ont obtenu une victoire de 3-0. Bobrovsky qui était on the case, comme il aime dire. Donc vraiment, Bobrovsky a été absolument phénoménal pendant cette partie-là. Les Oilers n'ont aucunement réussi à percer Bob. Et vraiment, McDavid, ça a été seulement 6 tirs au but. Draisaitl a été pas mal absent, non seulement à cette partie-là, mais à l'ensemble des séries. On pourra en revenir plus tard. Mais vraiment, ça a été une clinique défensive et d'attaque pour les Panthers dans ce premier match à Sunrise. Les choses se sont tout de même corsées un peu au match numéro 2. Surtout à cause du coup de Leon Draisaitl sur le capitaine des Panthers, Alexander Barkov. Ça a été vraiment un coup digne de ce nom, salaud, Draisaitl, qui a sauté directement au visage de Barkov. Barkov qui a dû s'absenter après la 3e période. Vraiment, ça a été... on a vu les Oilers jouer un hockey beaucoup plus salaud, beaucoup plus costaud, mais beaucoup plus sale, je dirais. Il y a vraiment eu des coups assez salauds dans cette série-là et ça a vraiment commencé au match numéro 2, mais malgré tout, un seul but accordé par Bobrovsky qui a quand même eu un pourcentage d'arrêt de 9,47, ce qui est encore une fois extrêmement excellent. Evan Rodriguez qui a eu 2 buts excellents à ce match-là, donc ça l'a fini 4-1 et les Panthers... ont commencé cette série-là à la maison avec 2 victoires extrêmement bien méritées. Et même Paul Maurice, l'entraîneur-chef des Panthers, quand il s'est fait interviewer après la Game 2, on voit souvent Paul Maurice comme étant quelqu'un avec peu de mots, mais qui réussit à obtenir un certain rire du public, en tout cas des journalistes. Mais après cette partie-là, aucun rire de Paul Maurice. Vraiment, ça a été vraiment... Il s'est vraiment filtré à cette interview d'après-match, malgré la potentielle blessure de Barkov. Donc, ça l'a vraiment donné le ton pour une série qui allait devenir beaucoup plus violente, si on veut. Pour la partie numéro 3, donc la première partie à Edmonton qui ont quand même mieux joué. Bobrovsky qui a commencé à s'affaiblir un peu. Ça a quand même fini 4-3 pour les Panthers. Mais on a vu malgré tout un coup de genou de la part d'un joueur des Oilers vers un joueur des Panthers pendant la game numéro 3. Ça a vraiment été extrêmement dégueulasse, je vais dire ça comme ça. Les coups de genoux dans la Ligue nationale de hockey, c'est souvent quelque chose qui est comme mal jugé parce qu'on dit « Ah, il a pas fait exprès », mais un genou contre genou, ça peut finir une carrière. Ça peut être extrêmement dangereux pour au niveau de l'articulation de la jambe ou peu importe. La personne ne pourrait plus marcher à cause d'un genou contre genou, comme on appelle ça. Donc vraiment, encore une fois, l'animosité de la série s'est vraiment aggravée à ce moment-là. Donc je vais tout de suite aller à la game numéro 4, où est-ce que ça a vraiment été un game changer. Les Panthers qui étaient 3-0 à ce moment-là, au match numéro 4, et vraiment les Oilers ont complètement renversé la machine. Une énorme victoire de 8-1. Les Panthers qui ne se sont aucunement présentés. J'ai trouvé que cette game-là, Samuel Reinhart très particulièrement a joué une de ses pires games de l'année. Carter Verhaeghe aussi. Aucun joueur des Panthers n'était présent, particulièrement Matthew Tkachuk. Mais ça a vraiment été une clinique offensive des Oilers que ça n'arrêtait pas de rentrer. Et ils ont eu d'ailleurs leur premier but sur le power play à cette partie-là, la partie numéro 4. Ensuite, deuxième partie à Edmonton, Game 5. Pour moi, ça a été la partie la plus chaude de cette série-là. Les Panthers et les Oilers qui ont absolument tout donné. Et ça a d'ailleurs été remarquable par la performance de Connor McDavid, qui a d'ailleurs eu 4 points à ce match numéro 5 de cette série. Et il avait, la game précédente, dépassé le record de Wayne Gretzky pour le plus de passes dans l'ensemble des séries éliminatoires. Donc McDavid qui a vraiment, pour le dire comme ça, carry son équipe de A à Z. Il a vraiment montré ses aptitudes de leader
et comme étant potentiellement le meilleur joueur de hockey qui a jamais joué pour la NHL. Donc cette partie-là finit 5-3, ça a vraiment été chaud des deux côtés, et vraiment le highlight de cette partie-là, ça a vraiment été Matthew Tkachuk qui sort la rondelle juste avant qu'elle dépasse la ligne de but, mais c'est Connor McDavid qui, à ce moment-là, marque son deuxième but. Ça a vraiment été un highlight qu'on a revu sur les réseaux sociaux, sur NHL.com. Vraiment le meilleur match de Matthew Tkachuk dans cette série. Donc, c'était 3-2 dans cette série maintenant avec cette victoire des Oilers. Donc, match numéro 6, on retourne à Edmonton et ça a été encore une fois une victoire écrasante de 5-1 pour les Oilers qui ont réussi, malgré tous les odds, à revenir de 3-0 dans cette série. Ils ont réussi à égaliser à 3-3. La dernière équipe qui a réussi à faire un reverse sweep, c'est les Maple Leafs de Toronto en 1943, qui étaient down 3-0 et qui sont réussi à revenir à 4-3 pour gagner la Coupe Stanley. Donc, l'ensemble du Canada, sauf peut-être les personnes autour de cette table, voulaient que les Oilers d'Edmonton ramènent la Coupe au Canada. Parce que la dernière équipe à avoir gagné la Coupe Stanley, la dernière équipe canadienne, c'est les Canadiens de Montréal en 1993, quand ils ont anéanti Wayne Gretzky et les Kings de Los Angeles. Ça fait quand même 31 ans qu'on n'a pas vu la Coupe au Canada, mais tout le Canada, sauf nous évidemment, ont mis tous leurs espoirs sur les Oilers d'Edmonton lorsqu'ils ont égalisé la série 3-3. Donc tout s'est joué le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, pour savoir qui allait gagner finalement la Coupe Stanley. On pensait tous au début que les Panthers allaient sweep les Oilers 4-0, easy money. On allait finir ça à Edmonton. Mais on finit ça à Sunrise, game numéro 7, let's go. Ce match numéro 7, honnêtement, est potentiellement un des meilleurs matchs numéro 7, toutes séries éliminatoires confondues qu'on a eues dans les dernières années, peut-être même les 15 dernières années. C'était du divertissement à plein fouet. Sunrise était absolument en feu, c'était une partie de hockey digne des plus belles parties de hockey qu'une personne a pu voir. Et c'est Carter Verhaeghe qui a lancé le bal en déviant la rondelle pour obtenir le premier but des siens après un jeu de puissance qui n'avait pas marché. Un jeu de puissance qui a été extrêmement difficile pour les Panthers. Et c'est Carter Verhaeghe qui vient marquer ce premier but dans le match numéro 7. Mais Mathias Janmark, 2 minutes plus tard, vient complètement déjouer Sergei Bobrovsky en échappé et marque pour lui le premier but des siens. C'est 1-1 après une période de jeu. Et à la deuxième période, alors que Dimitri Kulikov a absolument sauvé le but de Sergei Bobrovsky, je pense même qu'il est tombé et son bâton a dévié sur la rondelle et ça a permis à la rondelle de sortir du but. Et c'est Carter Verhaeghe qui passe la rondelle à Samuel Reinhart et c'est Reinhart qui vient complètement battre Stuart Skinner pour marquer le deuxième but de cette finale et le but qui va conclure le parcours des Panthers en série éliminatoire. C'est le but de la victoire et les Panthers, en troisième période, vont complètement fermer le jeu. Bobrovsky a complètement fermé le filet. Il n'y a absolument rien qui a pu passer là-dedans. Et les Panthers remportent leur première Coupe Stanley de leur histoire. Quelle série éliminatoire on a eu cette année, mais surtout, j'étais extrêmement content de voir non seulement Paul Maurice, que ça fait presque 30 ans qui coach dans la Ligue nationale de hockey. Il faut se dire que la première équipe qui a coaché, c'est les Whalers de Hartford. Donc ça vous dit que ça fait quand même un certain temps qu'il est dans la Ligue nationale. Mais j'étais extrêmement content de voir des gars comme Kulikov qui s'est fait repêcher par les Panthers et qui a parcouru quelques équipes après pour revenir avec les Panthers, gagner cette Coupe Stanley. Une deuxième Coupe Stanley pour Vladimir Tarasenko. Une première Coupe Stanley pour Kyle Okposo, qui a passé presque l'entièreté de sa carrière dans les pires équipes possibles.
Je parle des Islanders de New York et des Sabres de Buffalo. Donc, on l'a acquéri avant la date limite des transactions et après presque 20 ans de carrière, on lui offre cette Coupe Stanley, cette opportunité de gagner et il l'a prise. Donc, Kyle Okposo, un champion de la Coupe Stanley. Roberto Luongo est enfin un champion de la Coupe Stanley, car il fait partie du staff des Panthers de la Floride. Ekman Larsson qui remporte sa première Coupe Stanley, lui aussi qui a vécu la misère avec les Coyotes dans le temps. Première Coupe Stanley pour Sacha Barkov, le premier capitaine finlandais à lever la Coupe Stanley. Matthew Tkachuk, deuxième Coupe Stanley pour Carter Verhaeghe. Des gars comme Aaron Ekblad qui se sont fait repêcher par les Panthers, première Coupe Stanley. Donc ça a vraiment été très très beau à voir. Paul Maurice qui était absolument choyé après toutes ces années d'avoir enfin sa Coupe Stanley. Le voir lever la Coupe Stanley a été extrêmement beau à voir. Et ce qui a été quand même assez drôle à voir tout de même, c'est que c'est Connor McDavid qui a gagné le trophée du MVP des séries éliminatoires, le trophée Conn Smythe. Donc c'est évidemment le commissaire de la NHL, Gary Bettman, qui a présenté le Conn Smythe et le gagnant du Conn Smythe. Et Connor McDavid, bien évidemment, n'est pas sorti pour prendre ce fameux trophée. Le dernier joueur qui a perdu une série finale de la Coupe Stanley, mais a remporté le Conn Smythe, c'était Jean-Sébastien Giguère avec les Mighty Ducks. Et après avoir vu Connor McDavid en entrevue, je peux vous assurer que ça lui tentait pas pantoute d'aller chercher ce trophée-là. Vraiment, McDavid était complètement à terre. C'est un gars qui, malgré les gens qui l'aiment pas trop, vu qu'il a un peu une attitude de Sidney Crosby, un peu bric-à-brac quand les choses vont pas de son bord. Mais McDavid est un joueur qui, la seule chose qui lui manque dans son palmarès de prix, c'est cette fameuse Coupe Stanley. Donc peut-être qu'un jour, les Oilers vont réussir à ramener la Coupe au Canada. Peut-être qu'un jour, McDavid aura son nom engravé dans la Coupe Stanley, mais c'est le temps des Panthers en ce moment et meilleure chance la prochaine fois, comme on dit. Donc vraiment, cet été, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer du côté autant des Panthers, mais autant des Oilers aussi. Il y a quelques rumeurs qui parlent que Draisaitl pourrait partir, mais évidemment, Draisaitl ne partira pas gratuitement, quand même un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et j'ai hâte de savoir ce que Bill Zito va faire, le general manager des Panthers, lui qui a bâti une équipe extrêmement puissante. Est-ce qu'il va garder la plupart de ses joueurs? J'espère bien, car tout a fité pendant les séries. J'espère qu'il peut garder des gars comme Kyle Okposo. On espère, vu sa victoire en finale de la Coupe Stanley, Samuel Reinhart risque grandement de signer long terme avec les Panthers, lui qui a été une puissance pour marquer des buts cette année en saison régulière. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que Bill Zito va faire. Ça risque d'être un été extrêmement chargé pour ces deux équipes. Passons maintenant à l'Euro avec le groupe A et les vainqueurs du groupe A, l'Allemagne, avec un résultat de 2 victoires et 1 match nul pour 7 points. Ils se sont emparés de la première place au classement grâce à leur match nul au dernier match face à la Suisse qui avait dominé tout le match. Mais vers les dernières minutes de jeu, ça a été un centre extrêmement bien exécuté et une tête merveilleuse de la part de Niklas Füllkrug qui a réussi à ramener la marque 1-1 pour arracher le match nul à la Suisse. Et il faut se rappeler que l'Allemagne, de 1, est le pays hôte de cet Euro et qu'au match d'ouverture, le 14 juin, face à l'Écosse, ça avait été une domination totale de l'Allemagne, une victoire de 5-1. On peut même dire que les 6 buts marqués dans le match appartiennent à l'Allemagne, puisque le but écossais est en fait celui d'Antonio Rüdiger contre son camp. Donc ça a vraiment été une entrée formidable pour l'Allemagne dans le tournoi et à la maison.
Et lors de leur deuxième match, ça a été une autre extrêmement grande performance de la part de l'équipe d'Allemagne au complet face à la Hongrie, grâce à une victoire de 2-0. Et il faut souligner aussi que présentement dans cet Euro, après 3 matchs, il faut soulever que Niklas Füllkrug, l'attaquant allemand, Florian Wirtz et Jamal Musiala en milieu de terrain sont les 3 vedettes de cet Euro présentement. Et c'est revigorant de voir des plus jeunes maintenant prendre la relève, puisque l'Allemagne, ça fait quelques années, on s'est roulé avec plusieurs vétérans. Donc c'est vraiment bien pour le futur d'avoir les jeunes déjà au haut niveau de la compétition. Allons-y maintenant des deuxièmes du groupe A, la Suisse, avec une victoire et 2 matchs nuls pour 5 points, se sont qualifiés. Et ça a été vraiment un peu plus difficile du côté de la Suisse. Tout d'abord, leur match à eux d'ouverture contre la Hongrie, ça a été un match extrêmement bien disputé, tout au niveau de l'attaque que de la défense, avec une belle victoire de 3-1. Et c'est les 2 autres matchs, ça a été beaucoup plus difficile. Tout d'abord, face à l'Écosse, un match nul qui aurait pu vraiment s'avérer être une victoire un peu plus simple due aux difficultés de l'Écosse. Donc, on a vraiment échappé ici 2 points qu'on aurait pu aller chercher. Et face à l'Allemagne, on a échappé 2 points qu'on avait presque tout le long du match, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est Niklas Füllkrug qui est venu sauver l'Allemagne pour arracher le match nul à la Suisse lors de leur 3e journée de phase de groupe. Il faut souligner aussi que le 19 juin, face à l'Écosse, ça a été un des plus beaux buts marqués de tout le tournoi présentement. Ce but a été marqué par la Suisse par Xherdan Shaqiri et on sait très bien, Shaqiri en équipe suisse se présente toujours lors des grandes compétitions. Lui qui avec présentement le Fire de Chicago en MLS est vraiment invisible avec sa formation, mais répond présent toujours pour la Suisse et c'est vraiment un joueur que les Suisses peuvent compter sur. La Hongrie est en 3e place avec 2 défaites et 1 victoire et 3 points. Pour le moment, la Hongrie est encore en vie dans cet Euro. Donc, il faudra attendre la fin des phases de groupe pour savoir si la Hongrie se qualifiera comme un des 4 meilleurs 3e. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais toujours en vie. Et ça a extrêmement mal commencé pour la Hongrie avec 2 défaites consécutives en entrée de jeu. Donc le 3-1 face à la Suisse, ça a été un match où la Hongrie n'a vraiment pas été présent du début jusqu'à la fin. On a eu quelques chances ici et là, mais globalement, le match a été tout à l'avantage de la Suisse et c'est exactement la même chose qui s'est produit lors de leur 2e match et de la défaite face à l'Allemagne de 2-0. Et vraiment, lors des 2 matchs, la Hongrie qui pourtant était attendue non pas comme un favori, mais qu'une équipe qui serait en mesure peut-être de terminer 2e de leur groupe grâce à leur bonne performance lors du dernier mondial. Mais ça a très mal commencé. C'est seulement qu'au 3e match face à l'Écosse, dans les arrêts de jeu, qu'on a réussi à marquer un premier but pour remporter le match 1-0 et encore espérer passer au prochain tour. Il faut quand même souligner que dans ce match face à l'Écosse, il y a eu un incident majeur qui est arrivé. L'attaquant hongrois Varga a eu une collision avec le gardien écossais et s'est écroulé sur la pelouse. Donc, il a dû être évacué en civière et aux dernières nouvelles, souffrirait d'une fracture du facial. Donc, ça a vraiment été un impact dévastateur pour Varga et on espère qu'il va s'en remettre très vite. Il faut aussi souligner le fait du côté hongrois que le capitaine Dominik Szoboszlai, qui joue présentement en club avec Liverpool, lors de ces 3 matchs, n'a pas vraiment été un acteur très important. Surtout face à la Suisse, ça a été
désastreux comme match pour Szoboszlai. Il n'était pas présent, faisait beaucoup d'erreurs. Donc, si la Hongrie finirait par réussir à passer au prochain tour, il faudra qu'un Dominik Szoboszlai soit vraiment vigilant et beaucoup plus présent dans le jeu. Du côté de la quatrième équipe de ce groupe A est déjà éliminée depuis quelques temps, c'est l'Écosse avec 2 défaites et 1 match nul sur les 3 matchs. Donc au match d'ouverture, ont eu l'honneur d'affronter l'Allemagne qui était le pays hôte et se sont fait déclasser de A à Z. Et premièrement, ça peut s'expliquer avec plusieurs décisions de l'entraîneur, dont jouer avec 3 défenseurs seulement face à l'Allemagne. Et directement après le premier but allemand dans ce match, on a vu les Écossais désorganisés et vraiment incapables de toucher le ballon. D'ailleurs, dans ce match, il y a eu le seul carton rouge du tournoi pour l'instant qui est survenu pour l'Écosse. Donc, petit fait intéressant, l'Écosse était tellement désorganisée qu'il a fallu un carton rouge en plus, tellement on n'était pas capable de suivre le rythme de l'Allemagne. Pour leur deuxième match face à la Suisse, ils ont fait match nul 1-1, mais ça a vraiment été, je dirais, un point gagné par vraiment la chance, puisque la Suisse a manqué énormément d'occasions d'y aller de plusieurs buts. Donc, pour l'Écosse, ça a été vraiment chanceux d'avoir ce point. Ils pouvaient espérer d'aller au troisième match avec l'espérance peut-être de finir meilleur troisième. Mais la Hongrie avait un lapin dans son chapeau dans les arrêts de jeu et ont marqué pour défaire l'Écosse 1-0 dans ce troisième match et éliminer officiellement l'Écosse de cet Euro. Sautons maintenant au groupe B, au groupe de la mort, comme on l'avait appelé avant le début de cette compétition. Et vraiment, ça a été un groupe dominé par les gagnants, l'Espagne, avec 3 victoires en 3 matchs, 5 buts pour et aucun but contre, 9 points. Donc vraiment l'Espagne qui ont démontré toute leur puissance, même face à l'Italie, face à la Croatie notamment. Et vraiment, ils ont survolé ce groupe de la mort. Et ça a commencé justement face à la Croatie le 15 juin, une écrasante victoire, j'aimerais le dire, de 3-0 sur les Croates de Modric. Et vraiment, tout au long du match, malgré que les Croates ont eu quelques occasions ici et là, ça a vraiment été une domination au milieu de terrain, vraiment, de l'Espagne et un contrôle du ballon, comme on le sait qu'ils sont capables de le faire. Ça a vraiment été une clinique aussi au niveau de la discipline. Les Croates qui semblaient vraiment désorganisés un peu tout au long du match, tandis que les Espagnols étaient vraiment centrés sur leur position et offraient vraiment un niveau de jeu supérieur aux Croates. Même chose du côté de leur deuxième match face à l'Italie, une Italie qui ne s'est pas présentée pour ce match. Ça a été extrêmement difficile pour eux de compétitionner avec l'Espagne. L'Espagne a remporté ce match par la marque de 1-0 seulement, oui, mais ont dominé totalement, tout comme lors du premier match face à la Croatie. Ça a été quand même une victoire qui a fallu être chercher avec l'effort en fin de match. Les Espagnols qui étaient beaucoup plus fatigués que les Italiens. Ça a permis à l'Italie d'attaquer un peu plus en fin de match, mais les Espagnols ont vraiment bien réussi à rester composés entre eux et de sortir de ce deuxième match avec une victoire, une qualification automatique au prochain tour. Lors du troisième match face à l'Albanie, ça a été encore une fois une domination de l'Espagne, malgré le fait que l'Albanie a quand même eu quelques chances au but espagnol. Et l'Albanie a donné, selon moi, des 3 matchs, le meilleur adversaire a été vraiment l'Albanie contre l'Espagne. Ça a été l'équipe qui a été le plus proche de faire mal vraiment à l'Espagne. Mais l'Espagne a tout de même réussi à surmonter une fois encore son adversaire pour l'emporter 1-0 et se rendre vraiment au prochain tour avec toute la confiance possible et sans avoir accordé de but. Passons maintenant à la deuxième équipe qualifiée dans le groupe B, l'Italie, avec une victoire, une défaite et un nul pour 4 points. Et ça a été une phase de groupe
pour les Italiens vraiment difficile. Tout d'abord, au match d'ouverture pour eux, une victoire de 2-1 face à l'Albanie après que l'Albanie ait pris le devant avec un but, le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Les Italiens qui sont revenus par la suite avec 2 buts rapides de Bastoni et de Barella qui a fait en sorte que les Italiens ont pu jouer par la suite la fermeture du jeu beaucoup plus pour se sauver avec cette victoire de 2-1. Lors de leur deuxième match face à l'Espagne, les Italiens ne se sont pas présentés, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Espagnols qui ont pris le dessus sur les Italiens tout au long du match. Et vraiment, à la fin, quelques petites chances des Italiens au but espagnol, mais l'Espagne a réussi à fermer le jeu vraiment et se sauver avec cette victoire. Et cette défaite a fait vraiment mal aux Italiens. Et on avait déjà là quelques doutes si les Italiens seraient capables de passer au prochain tour. Et lors du troisième match, il y a encore eu plus de doutes puisque la Croatie ont réussi en deuxième mi-temps, après le pénalty manqué de Luka Modric. Modric s'est repris avec un but quelques minutes plus tard et on dominait du côté des Croates jusqu'à la toute fin du match, à la 97e minute de jeu, où l'Italie ont réussi à niveler le score 1-1 et de ce fait prendre la deuxième place du groupe et remettre la Croatie troisième de ce groupe B. J'aimerais mentionner qu'il y a 2 joueurs spécifiquement de l'Italie qui, pour le moment, sont invisibles. C'est l'attaquant Gianluca Scamacca qui, pour le moment, ne fait absolument rien pour sa sélection. Et Federico Chiesa qui a beaucoup de difficultés après avoir eu beaucoup de succès lors de dernier Euro où il avait marqué quelques buts très importants. Depuis ce début de l'Euro, c'est extrêmement difficile pour lui et de trouver le filet pour des tirs cadrés et même de trouver ses coéquipiers. La Croatie, comme je l'ai dit, qui va finir troisième du groupe B avec 2 points, 1 défaite et 2 matchs nuls. Et ça a vraiment été un tournoi très décevant pour les Croates. Peut-être même le dernier tournoi du capitaine Luka Modric, qui au moins aura réussi à marquer un but à son dernier match, si ce l'est. Mais vraiment, ça a été très décevant. D'abord avec leur première défaite face à l'Espagne de 3-0. Et ensuite, leur deuxième match contre l'Albanie, ça a été un match nul de 2-2, alors que sur papier, les Croates sont beaucoup plus forts que les Albanais. Donc, ça a été vraiment décevant. Et le coup de poignard au cœur, ça a vraiment été lorsque les Italiens ont égalisé à la 97e minute lors de leur troisième match. Et vraiment ont éliminé les chances pour la Croatie de passer au prochain tour, puisqu'avec 2 points, ça sera vraisemblablement impossible d'être un des meilleurs troisièmes. Du côté de l'Albanie qui finit 4e, et pour plusieurs, on savait déjà que ça aurait été la position des Albanais dans cet Euro. 1 point seulement, dont 2 défaites et 1 match nul. Le match nul qui s'est réalisé contre la Croatie 2-2 et les défaites face à l'Italie le 15 juin 2-1 et face à l'Espagne le 24 juin. Ça a été quand même un tournoi intéressant pour les Albanais qui nous ont montré qu'ils étaient capables quand même de compétitionner avec l'élite mondiale, mais sans plus n'être capable de remporter un match. Ça a été un match serré avec la Croatie, ça a été peut-être un de leurs meilleurs matchs. Le début de match face à l'Italie a été excellent. Par la suite, on s'est un peu écroulé. Contre l'Espagne, on a été égaux pendant quelques instants, mais vraisemblablement, l'Espagne, on le savait déjà, était beaucoup plus forte que l'Albanie et c'est un peu ce qu'on s'attendait pour l'Albanie dans ce tournoi. Passons maintenant au groupe C, un groupe où l'on pensait que l'Angleterre et le Danemark allaient survoler sans problème. Et ça a été
une toute autre histoire dans ce groupe, vraiment. Tout d'abord, l'Angleterre qui ont commencé leur tournoi le 16 juin face à la Serbie, une victoire de 1-0 à l'arraché. Et je dis à l'arraché parce que, honnêtement, les Serbes étaient beaucoup plus présents que les Anglais dans ce match-là. On a été opportunistes du côté des Anglais avec un Jude Bellingham qui était à la bonne place au bon moment pour le but anglais. Et tout de suite après le but, on a vu une équipe d'Angleterre vraiment qui a arrêté de jouer, qui a voulu défendre son match sans but accordé au lieu de vouloir vraiment aller marquer d'autres buts et s'assurer d'une victoire convaincante. Et ça a été un match extrêmement difficile et tout le temps de la deuxième demi, je dirais, à part quelques actions des Anglais, c'est les Serbes qui ont vraiment dominé. Malheureusement pour eux, n'ont pas été capables de marquer. Mais ça a mis vraiment un gros doute sur la sélection d'Angleterre. Pour le gros match qu'on attendait dans ce groupe C, Danemark-Angleterre, ça encore une fois été un match extrêmement difficile pour les Anglais, tout particulièrement pour Trent Alexander-Arnold, que Gareth Southgate, dans sa sélection, faisait jouer au milieu de terrain lors des 2 premiers matchs. Ça a été un but quand même rapide pour les Anglais, un but d'Harry Kane, mais encore une fois, tout comme lors du premier match, on dirait qu'après le premier but, on s'est assis vraiment sur notre avance et on a dit on est capable de fermer le jeu et on va s'en sortir. Malheureusement pour eux, le Danemark est revenu avec l'égalisation de 1-1. Et par la suite, le match pour les deux équipes est tombé mort. C'est comme si les deux équipes se sont contentées simplement de leur match nul et de leurs points qu'ils allaient avoir au classement et se sont dit on ira le tout pour le troisième match. Et ça n'a pas été mieux pour le troisième match du côté de l'Angleterre. Ça a vraiment été un match où sur papier, on était supérieur fois 100 à la Slovénie et c'est pas ce qui est apparu sur le terrain. On a vu des Anglais vraiment pas capables de jouer en collectif, essayer des jeux seuls ou à 2 seulement et n'ont pas été capables de marquer face à la Slovénie qui, eux, ont réussi peut-être l'exploit du tournoi en faisant nul avec l'Angleterre 0-0. Il y a plusieurs effets qui font en sorte que l'Angleterre a beaucoup de difficultés. Avec seulement 5 points, une victoire, 2 matchs nuls, on voit déjà qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'équipe. Et je pense que beaucoup de choix de la part de Gareth Southgate, le manager, fait en sorte que c'est ces résultats qu'on voit. Tout d'abord, le fait qu'il fait jouer Trent Alexander-Arnold de milieu de terrain, alors que sa position naturelle, c'est un défenseur latéral. C'est, disons, un peu difficile à expliquer. Aussi le fait que avant le troisième match face à la Slovénie, on n'avait pas vu encore Cole Palmer, le deuxième meilleur marqueur de la Premier League, sur le terrain. Et comme bizarrement, après avoir été critiqué dans les journaux, Gareth Southgate a fait rentrer Cole Palmer dans la deuxième mi-temps du match face à la Slovénie. Et si je peux dire, Palmer a bien fait. Un tir cadré, plusieurs ballons touchés importants, quelques centres dans la surface qui étaient très intéressants. Donc c'est peut-être ce qui a coûté 2 matchs nuls à Gareth Southgate, le fait qu'il a préféré jouer avec ses joueurs habituels qui, on va pas se cacher... Vraiment, ils n'ont rien fait. Phil Foden a eu extrêmement beaucoup de difficultés lors de ces 3 matchs. Bukayo Saka aussi, beaucoup de difficultés. Harry Kane, un but, mais beaucoup de difficultés aussi. Donc, l'attaque anglaise, disons, faudra vraiment se réveiller lors du prochain tour parce que c'est sûr que si on joue comme on a joué en phase de groupe, on va sortir directement en 8e de finale. Allons-y maintenant de la deuxième équipe qualifiée dans le groupe C, le Danemark, avec 3 matchs nuls. Match nul face à la Slovénie lors de leur premier match 1-1. Ça a été un match vraiment où on avait 2 équipes quand même égales au niveau du jeu sur le terrain et ont pris 1 point chacun. Par la suite, le gros match, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, face à l'Angleterre, ça a été un match dominé par les Anglais au début, dominé par la suite par le Danemark et ensuite on a fermé le jeu du côté des 2 équipes et on s'est contenté vraiment du point au tableau. Et le troisième match, c'était face à la Serbie et vraiment ça a été un match extrêmement difficile
pour le Danemark. La Serbie qui a encore vraiment dominé ce match-là, mais les Danois ont réussi à tenir bon en défense, faire un nul de 0-0 et se sauver avec la deuxième place du groupe C avec 3 points. Ce qui est intéressant pour les Danois, c'est qu'on se rappelle, lors du dernier Euro, Christian Eriksen avait fait une crise cardiaque en plein match. Et ce qui est soulageant et réconfortant, c'est de voir Christian Eriksen avec sa sélection, qui a d'ailleurs marqué le premier but du Danemark dans cet Euro. Vraiment jouer des grosses minutes et jouer un rôle important dans les succès du Danemark pour l'instant dans cette compétition. La Slovénie maintenant, qui pour l'instant se classe 3e de leur groupe C, avec 3 points aussi, avec 3 matchs nuls, tout comme le Danemark, devrait sûrement passer comme une des meilleures 3e équipes pour le prochain tour, et ce serait tout un exploit pour les Slovènes. Un match face au Danemark lors de leur premier match, un nul de 1-1, ça a vraiment été un match où on a vu les Slovènes contrôler un peu le ballon et bien faire face à une puissance, on va le dire, le Danemark mondial. Face à la Serbie, un autre 1-1, un match très robuste du côté des deux équipes. Et le 0-0 face à l'Angleterre le 25 juin, c'est peut-être la plus grosse surprise pour l'instant de cet Euro. Le fait que la Slovénie a freiné complètement l'attaque anglaise et qu'ils n'ont pas accordé de but dans ce match. Il faut aussi souligner le travail impressionnant dans ce match face à l'Angleterre du gardien de la Slovénie, Jan Oblak de l'Atlético Madrid, le capitaine de sa sélection. Vraiment, il a tenu la Slovénie dans le match et dans la course pour participer au prochain tour. Et pour le 4e de ce groupe C, la Serbie avec 2 points, une défaite et 2 matchs nuls. Ça a mal commencé, malheureusement, pour les Serbes lors du premier match, lors de la défaite de 1-0 face à l'Angleterre. Pour moi, je dirais que la Serbie a dominé ce match et méritait vraiment au moins le match nul, si ce n'est que la victoire. Les Serbes qui ont vraiment joué robuste aussi face à l'Angleterre, ce qui a surpris un peu les Anglais et qui les a vraisemblablement déstabilisés grandement. Par la suite, face à la Slovénie, la Serbie ont réussi à arracher le match nul 1-1 dans les dernières minutes de jeu et de se sauver avec un précieux point au classement. Et lors du dernier match face au Danemark, malheureusement, aucune des deux équipes n'ont réussi à marquer dans ce match nul de 0-0, malgré plusieurs chances de Aleksandar Mitrovic qui avait jusque-là été invisible face à l'Angleterre et la Slovénie. Face au Danemark, était beaucoup plus présent, surtout lorsqu'on a fait rentrer son partenaire Dusan Vlahovic en deuxième demi. Mais malheureusement, pour les deux attaquants, ça n'a pas été suffisant pour permettre à leur sélection de passer au prochain tour. Et la Serbie, malheureusement, est éliminée de cet Euro 2024. Continuons avec le groupe D. Un groupe qui au départ semblait être déjà décidé s'est avéré être beaucoup plus intéressant. L'Autriche, qui après avoir baissé pavillon dû à un but contre son camp face à la France en entrée de tournoi, ont réussi à vaincre les pauvres Polonais 3-1 et ont surpris les Pays-Bas lors de la 3e journée grâce à un merveilleux but de Marcel Sabitzer par la marque de 3-2 et ont réussi à terminer premier du groupe D. Du côté des Français, un premier match remporté de façon chanceuse, si l'on peut dire, avec une performance en dessous des attentes. Leur deuxième match a été tout autant décevant avec un 0-0 sans Mbappé qui s'était cassé le nez au premier match et on a vu que sans lui sur le terrain, les chances de marquer se faisaient rares et un troisième match où là encore un nul de 1-1 qui a malgré le premier but de Mbappé dans le tournoi, une performance qui n'est vraiment pas au niveau de l'équipe française que l'on connaît. Beaucoup de travail sera à faire lors du prochain tour si l'on espère aller loin dans le tournoi. Les Pays-Bas qui arrivent encore une fois comme
comme l'un des favoris dans le tournoi, ont remporté leur premier match 2-1 dans les dernières minutes grâce à l'attaquant Vergorts, ont réalisé un match difficile face à la France malgré un but qui, après vérification, a été refusé pour hors-jeu. L'attaque avait beaucoup à faire pour la troisième journée, mais malgré 2 buts marqués face à l'Autriche, une défaite qui font mal par la marque de 3-2 et une troisième place dans le groupe, sauf qu'avec 4 points au compteur, ils devraient quand même être en mesure de se qualifier comme l'un des meilleurs troisièmes et poursuivre la compétition. Pour ce qui est de la Pologne, encore une fois, un tournoi qui, après 2 défaites lors du match 1 et 2, et d'un match nul 1-1 face aux Français grâce au but sur pénalité de Robert Lewandowski, voit sa compétition se terminer en phase de groupe avec vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, des performances qui vraiment étaient en dessous des attentes de cette sélection. Ensuite, pour le groupe E, un groupe où tout se jouera lors de la troisième journée avec les 4 équipes à 3 points. La Roumanie, qui avait bien commencé avec une grosse victoire 3-0 sur l'Ukraine avec une excellente performance de leur défense, se sont fait remettre sur le droit chemin face à la Belgique avec une défaite de 2-0. Ils devront tous faire face à la Slovaquie pour pouvoir continuer dans le tournoi. Du côté de la Belgique, après avoir été surpris d'entrer par la Slovaquie 1-0, où vraiment les joueurs belges n'avaient pas l'air très bien préparés, on est revenu avec une grosse victoire de 2-0 face aux Roumains. Malgré un manque au niveau de l'offensive lors des 2 matchs, il faut aussi préciser que Romelu Lukaku s'est fait refuser dans le tournoi jusqu'à présent 3 buts par la VAR. Leur troisième match sera crucial et pour la suite de l'Euro, mais aussi pour la suite de plusieurs joueurs et membres du staff de cette sélection. La Slovaquie, qui pour certains avant le début du tournoi était déjà hors course, ont réussi à surprendre les Belges avec un match presque parfait niveau défensif, mais non pas surtenir face aux Ukrainiens. Ils devront percer l'excellente défense de la Roumanie pour espérer poursuivre leur parcours. Et certainement, pour plusieurs, une surprise d'avoir vu l'Ukraine déclassée par les Roumains d'entrée et surtout d'avoir pris 3 buts. Il faut souligner aussi que leur gardien, Lunin, reconnu cette saison avec le Real Madrid pour être un gardien très difficile à battre, a eu un premier match affreux avec 2 grosses erreurs qui se sont soldées par des buts. Un meilleur deuxième match avec leur victoire 2-1 face à la Slovaque et tout comme leur adversaire belge au troisième match, ils joueront le tout pour espérer une qualification au tour éliminatoire dans cet Euro 2024. Et pour finir, le dernier groupe, le groupe F. Le Portugal qui avec 2 victoires, dont un excellent match face à la Turquie, remporté 3-0, sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Cristiano Ronaldo, qui n'a qu'une passe décisive jusqu'ici, devra en faire plus pour les Portugais. Leur troisième match face à la Géorgie devrait être leur plus facile des phases de groupe. Après avoir amorcé l'Euro avec une très bonne performance face à la Géorgie sur une marque de 3-1 et un excellent match du jeune Arda Güler, la Turquie est allée de plusieurs changements face au Portugal et ça n'a pas porté fruit. La Turquie semblait très désorganisée et ont même marqué l'un des pires buts contre son camp de toute la compétition. Face à la Tchèque, ils devront revenir au système qui leur a permis de remporter leur premier match
s'ils veulent arriver au prochain tour en confiance. Du côté de la Tchéquie, un tournoi décevant pour le moment malgré un but dans le tournoi. Patrik Schick et l'attaque en général de cette équipe ne répond pas aux attentes avec une défaite et un nul et il faudra absolument remporter notre match face à la Turquie s'ils veulent continuer leur compétition. Pour ce qui est de la Géorgie, une équipe que plusieurs voyaient ne pas pouvoir compétitionner avec les plus grands clubs au monde, ont tout donné face à la Turquie. Malheureusement, match quand même perdu, 3-1 pour ensuite y aller d'une bonne performance face à la Tchéquie grâce à un nul de 1-1. À moins d'un miracle, face au Portugal, leur tournoi devrait se terminer après leur troisième match du groupe. Mention honorable au gardien géorgien Giorgi Mamardashvili qui a réussi déjà plusieurs arrêts extrêmement importants et a réussi à garder sa sélection en vie à plusieurs reprises. Et à l'attaquant Georges Mikodadze qui après 2 matchs totalise 2 buts. Malheureusement, le meilleur joueur de cette sélection, Tchak Kvaratskhelia, est invisible depuis le début du tournoi. Passons maintenant à un petit coup d'œil à la Copa América et au parcours du Canada après 2 matchs. Tout d'abord, lors du premier match face à l'Argentine de Lionel Messi, ça a été un match chaudement disputé en première demi avec, après cette dernière, un nul de 0-0. Ça a vraiment été une première demi où le Canada a vraiment bien compétitionné avec les Argentins. Mais ça s'est gâté au niveau de la deuxième demi. Au retour, ça a été 2 buts des Argentins et vraiment un petit déclin défensif du Canada. Et donc, l'Argentine a réussi à remporter ce match d'ouverture de la Copa América 2-0 sur le Canada. Lors du deuxième match maintenant du Canada face au Pérou, ça a été un match extrêmement difficile, autant au niveau des performances sur le terrain que de la température. Il faisait extrêmement chaud à Kansas City. Il faisait 33 degrés Celsius. Et ça a été une première demi où le Canada semblait désorganisé au plus haut point. Vraiment beaucoup de chance du Pérou. Et le Canada qui a réussi malgré tout à terminer cette première demi 0-0. Mais ça a été extrêmement difficile pour eux. Il faut souligner qu'avant cette première demi, il y a un des arbitres de touche qui s'est effondré au sol, vraisemblablement dû à un coup de chaleur, dû à la chaleur extrême lors du match. Et il était justement du côté du terrain où le soleil était permanent. Donc, on a dû faire un changement d'arbitre proche de la mi-temps. Lors de la deuxième mi-temps, le Canada est revenu beaucoup plus fort qu'à la première mi-temps. On aurait dit que entre les 2 mi-temps, c'est sûr que Jesse Marsch a sûrement parlé fortement à son équipe dans le vestiaire pour leur réveiller un peu les esprits et revenir dans cette deuxième mi-temps plus fort. Et c'est exactement ce qui a réussi. Il y a eu plusieurs attaques au début de la mi-temps du Canada et à la 59e minute de jeu, Arroyo du Pérou a écopé d'un carton rouge après vérification de la VAR. Et le Canada a vraiment profité de ce carton rouge et de cet homme en moins pour le Pérou pour à la 74e minute marquer un but, le but de Jonathan David sur une passe de Schaffelberg qui avait été le joueur fauché par Arroyo à la 59e minute. Donc un but du Canada qui va sceller le match et la victoire, première victoire en carrière, si on veut, pour le Canada lors de cette Copa América, lors de notre première participation. Et c'est une première victoire internationale depuis très longtemps pour le Canada. Donc, on entrera dans notre troisième match face au Chili le 25 juin avec beaucoup de confiance de pouvoir espérer peut-être franchir le premier tour et passer au tour suivant.
Merci tout le monde pour ces informations, encore une fois. Et c'est ce qui va conclure cet épisode. Sur ce, bonne soirée. Merci encore une fois d'être à notre écoute. Et j'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.